Le monde du tourisme bouge. Il est en pleine transformation. C'est le moment d'innover. Je suis François Huette, hôtelier de métier avec une expérience internationale de direction d'hôtel. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants et leurs entreprises à développer le tourisme de demain. Avec Expérientiel, je vous propose de rencontrer des professionnels du tourisme, mais aussi des personnalités externes à nos métiers qui vont nous inspirer à construire le tourisme de demain ensemble. Un tourisme plus vertueux, en lien avec le territoire, guidé par le sens et l'expérience. Inspiré par la nature, le vivant, la science et le biomimétisme, il partage des pratiques de durabilité en lien avec le territoire, avec les acteurs du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Frick. Il est cofondateur des Citoyens de la Terre, co-animateur de Nature Act et acteur de la transition écologique dans le secteur du tourisme. Bonjour Axel, merci d'avoir accepté l'invitation à Expérientiel. Comment vas-tu? Merci de l'invitation. Écoute, ça va relativement bien, on va dire, dans ce contexte un peu particulier. Dis-moi, tu es le cofondateur de Citoyens de la Terre. Tu es aussi co-animateur de Nature Act avec Emmanuel Delannoy de Picaya. Aujourd'hui, cette situation qu'on vit tous, cette crise sanitaire, ça révèle quoi en toi? Ça révèle pas mal de choses dont j'avais pris un petit peu conscience déjà des années auparavant, mais qui là viennent de manière assez brutale aux yeux, Euh, notamment l'interdépendance que nous avons les uns des autres entre pays, dans notre économie, dans nos sociétés. Le fait qu'avec cette crise sanitaire, tout le rythme se ralentit, beaucoup d'échanges ne sont plus possibles. Voilà, ça fait encore plus prendre conscience de ces liens que nous avons euh, entre nous, entre différents humains répartis sur la planète, et aussi le lien très étroit entre notre économie humaine et puis le vivant, la biodiversité. Et c'est justement ce sujet-là qu'on aborde dans le programme Naturac, ce lien étroit entre l'activité touristique notamment et les ressources naturelles et les paysages, des écosystèmes sur lesquels aussi elle se base. D'accord. Si on parle de Nature Act, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est exactement Nature Act? Alors Naturac, c'est un programme co-animé entre Citoyens de la Terre, là où je travaille, et puis l'agence Picaya, où travaille Emmanuel Delannoy. Donc, justement, on travaille tous les deux depuis pas mal de temps sur faire prendre conscience de ce lien étroit entre économie et biodiversité. Et donc, on a proposé ce programme-là dans le cadre du Congrès mondial de la nature, qui a été reporté malheureusement, mais qui devait avoir lieu à Marseille là, en juin de cette année. Et en fait, on a proposé une dynamique de collaboration, une dynamique aussi d'accompagnement de la filière touristique de notre territoire, ici sur la Provence, sur Aix-Marseille-Provence, pour se dire, voilà, il va y avoir ce congrès mondial, on va en profiter pour que la filière touristique, les hébergeurs, les restaurants, les activités de loisirs, aussi les agriculteurs et les artisans puissent avancer dans une transition écologique, aller vers l'idée que notre territoire devienne une destination touristique durable. Et donc, on a proposé en gros deux axes. Un axe qui vise à accompagner les professionnels du tourisme pour mettre en place des pratiques de durabilité qui préservent cette biodiversité, notamment en essayant de faire venir des microdons, des flux financiers qui viennent soutenir des projets de biodiversité, donc qui préservent des écosystèmes marins, par exemple, ou des écosystèmes terrestres. Et l'autre côté, c'est justement soutenir aussi directement ces projets de biodiversité au travers
de dynamique d'intelligence collective, d'intelligence territoriale. Donc, essayer de mettre plusieurs entreprises, plusieurs associations avec les institutions pour faire émerger des projets qui protègent la biodiversité, qui régénèrent la biodiversité. Notamment, il y a des projets en lien avec la CDC Biodiversité, Nature 2050, donc qui suit un petit peu la protection d'écosystèmes sur des dizaines d'années. Et ensuite, il y a des projets plus locaux, engagés sur les territoires, comme au Grain de la Vallée, où là, des habitants, des citoyens se mobilisent pour mettre en place un jardin-forêt sur des zones très urbanisées et créer des îlots de biodiversité comme ça entre des zones plus protégées comme le parc national des Calanques et le massif du Garlaban qui est protégé par Natura 2000. Donc on essaie voilà, d'avoir ces deux axes, un axe d'accompagnement de la filière économique et un axe aussi d'accompagnement des dynamiques citoyennes de territoire. D'accord, très bien. Et tu as cofondé les Citoyens de la Terre. Quels sont les axes d'action de Citoyens de la Terre? Alors, Citoyens de la Terre, cette année, on a 20 ans. Nos actions, il y en a trois principaux. Le premier, c'est d'abord une mission pédagogique. Parce que face aux grands enjeux qu'on a actuellement, qu'ils soient économiques, écologiques ou à ce dont on vient de parler, la dégradation de la biodiversité, on a besoin de comprendre un petit peu comment ça marche et cette complexité-là. Et donc, déjà, on intervient dans les écoles, dans les collèges et à des niveaux universitaires pour mieux comprendre comment fonctionne le système planétaire, notre économie, la société, etc. Et justement, cette interrelation entre différents types de systèmes et aussi faire passer justement des solutions à ces grands enjeux, mais accessibles sur nos territoires. Et notamment, on a remarqué voilà, depuis cette vingtaine d'années que c'est des techniques d'animation en intelligence collective, donc arriver à intégrer différents points de vue, à faire dialoguer les personnes entre elles, à créer de la confiance, de la bienveillance entre différents types d'acteurs, permettait de trouver des solutions sur les territoires. Notamment, on a différents types un peu de culture et de manière de fonctionner entre le milieu associatif, par exemple, et le milieu entrepreneurial, alors que voilà, l'un peut vraiment enrichir l'autre sur différentes manières d'agir et que face à ces grands enjeux, on est un petit peu obligé de se relier comme ça avec chacun justement ses capacités pour trouver des solutions. Et donc, il y a ce besoin pédagogique qui est important, donc on intervient dans ces différents types de contextes. Ensuite, on a un axe sur faciliter la transition écologique, ce dont on vient de parler, le programme Naturact en fait partie. Ça, c'est pour justement des entrepreneurs aussi ou des territoires qui veulent passer à l'action, mais ne savent pas forcément où est-ce qu'ils en sont et par où commencer. Et donc, on a des accompagnements qui sont avec des méthodologies justement en intelligence collective qui permettent par différentes étapes assez simples de faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est de nos pratiques, quels sont nos points forts, nos points faibles, comment avancer de manière très pratique sur des questions de ressources en eau, en énergie, sur le tri des déchets, sur comment mettre en place du circuit court pour, par exemple, son restaurant ou son hôtel. Et ça, de le connecter avec des choses qui sont déjà existantes sur le territoire. Parce que quand on observe son territoire, on se rend compte qu'il y a déjà plein de choses positives qui sont en place, mais il faut arriver à les identifier et à les mettre en lien. Et donc, notre travail consiste beaucoup voilà, à accompagner, à animer des ateliers collaboratifs. Et donc, dans Naturac, justement, on en a animé pas mal et ça a permis de créer ces liens et de faire émerger des nouvelles solutions, des nouveaux partenariats entre des restaurants qui se sont reliés à des producteurs locaux, des acteurs qui ont travaillé ensemble pour proposer des solutions de livraison, par exemple en transport doux, pas trop impactant pour le climat. Et puis, voilà, des connaissances de projets de biodiversité locaux qu'on peut soutenir, par exemple.
Ça, c'est des choses très concrètes qui peuvent émerger de ces approches. Et dernier axe au sein de Citoyens de la Terre, notre nom l'évoque bien, c'est un aspect de coopération et de solidarité internationale, notamment en Méditerranée, pour se dire, bon, bah, on a des cultures différentes, des situations différentes, mais finalement, nos besoins fondamentaux peuvent très bien se rapprocher, notamment voilà, d'avoir une qualité de vie, d'avoir une bonne nourriture, de développer de l'emploi durable sur nos territoires. Tout ça, c'est en commun sur nos territoires méditerranéens. Le fait de soutenir l'emploi des jeunes, de soutenir l'entrepreneuriat féminin, par exemple. Tout ça, c'est des enjeux importants sur tous nos territoires. Et donc, notre action consiste à créer des partenariats de coopération qui permettent de partager des stratégies, des méthodes, d'apporter du soutien financier quand il y en a besoin. Et c'est pas toujours dans un sens, c'est-à-dire que nous, oui, on apporte des méthodologies, des choses, par exemple au sud de la Méditerranée, mais on s'enrichit aussi beaucoup de savoir-faire locaux, de stratégies d'adaptation que peuvent avoir, par exemple, des oasis qui savent maintenir leur biodiversité dans des contextes très compliqués aux portes du désert. Et là, il y a déjà des techniques finalement de maintien de biodiversité ou de dynamique aussi parfois de diversification d'activités dans des contextes économiques très durs qui peuvent beaucoup nous inspirer aussi dans nos pays. Donc voilà les 3 axes de Citoyens de la Terre. Bravo, bravo. Lorsqu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à préparer cette rencontre, tu m'as parlé de la science d'utilité sociale. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé et j'aimerais que tu nous expliques un peu plus ou un peu mieux, parce que moi en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire exactement la science d'utilité sociale? Alors, la science d'utilité sociale, c'est finalement insister sur l'utilité, la nécessaire utilité sociale de la science, parce que parfois la science peut être considérée comme malheureusement comme quelque chose d'élitiste ou de quelque chose de peu compréhensible à certaines populations, à certains types de citoyens, alors que la science est présente autour de nous au quotidien et permet de faire avancer nos sociétés. Donc, de manière pratique, nous, dans notre action, ça veut dire faire des partenariats avec des chercheurs en sciences du management. Par exemple, on a des partenariats avec l'IAE de Toulon et avec sa directrice où on a fait des recherches là-dessus pour voir comment manager autrement dans les entreprises pour intégrer tout ce dont on vient de parler, ces enjeux de climat, de biodiversité, de développement durable, etc. Par exemple. Ensuite, autre exemple avec une chercheure de l'école des mines d'Alès qui nous accompagne pour trouver des solutions à la filière des céramistes et santonniers de notre territoire pour qu'ils puissent avancer dans leur transition écologique sur la préservation de la ressource en eau. Et donc, c'est des choses pour connecter vraiment toute la connaissance scientifique qui est très riche, qui est produite par les chercheurs, mais la rendre vraiment accessible d'abord aux citoyens, puis aussi aux entreprises pour répondre justement à ces enjeux. La mettre à disposition aussi de réflexions d'institutions, de territoires, parce que c'est venu d'une prise de conscience justement il y a 20 ans quand on a créé Citoyens de la Terre. Moi, j'ai fait des études de sciences de l'environnement, justement d'océanographie, et donc il y avait des océanographes qui venaient nous voir ou des climatologues qui nous disaient déjà à l'époque qu'il y avait une urgence climatique, qu'il y avait un réchauffement qui était dû aux activités humaines, donc c'était clair scientifiquement, et qu'il y avait cette dégradation de la biodiversité, et que c'était dangereux pour les humains, pour les activités humaines, etc. Et face à ça, j'ai été étonné, et nous avons été étonnés du peu d'impact quelque part que ça avait sur les politiques, sur l'action publique. Et donc, on a créé Citoyens de la Terre aussi autour de cette prise de conscience, de dire il faut agir, il faut prendre conscience de ça, de ces grands flux dont on dépend. Le cycle de l'eau, le cycle du carbone, et que on a nous un impact sur ces grands cycles, et que si on veut survivre
et faire survivre notre économie encore longtemps, il faut agir. Et donc voilà, c'est venu de cette prise de conscience-là. Et depuis, on fait ces partenariats avec plein de chercheurs. Et il y en a beaucoup, heureusement, qui sortent de leurs éprouvettes, de leur laboratoire et uniquement dans le monde intellectuel, on va dire, et qui viennent avec nous sur le terrain. Donc, on les pousse à venir dans des ateliers, à apporter leur éclairage, à apporter leurs connaissances et finalement à la traduire en des choses très, très opérationnelles qui sont utiles pour ces personnes qui veulent répondre à ces crises finalement. Donc c'est ça la science d'utilité sociale et c'est vrai que ça fait partie des enjeux importants. Et là, on a de la chance d'avoir des nouvelles personnes qui bossent au CNRS ou justement à l'école des mines qui sont rentrées dans notre conseil d'administration récemment. Et on va continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire nous leur proposer des projets de terrain et ou de leur proposer des projets de recherche-action et inversement, eux, les données qu'on leur apporte nourrissent leur recherche. Donc c'est vraiment cette relation-là. C'est marrant parce que j'ai un ami que j'ai interviewé, Christophe Saint-Pauls, qui lui est directeur de la recherche-action. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus essentiel, c'est-à-dire de lire, de se documenter, d'avoir des informations, c'est une chose, mais il faut agir aussi. Et j'aime bien cette notion de recherche-action. Le tourisme aujourd'hui, il est dans une situation catastrophique. Quelle piste explorer justement pour remonter cette pente, cette situation qui nous fait mal à tous? Tu as des idées? Comme on en discutait tous les deux, hein, on n'a pas des formules toutes faites à proposer. Hein. Il faut rester humble dans les pistes à proposer. Mais justement, en travaillant avec Picaya, qui bosse beaucoup sur le biomimétisme et qui bosse aussi avec pas mal de centres de recherche, notamment l'IMBE, sur observer le vivant et comment le vivant, depuis des milliers d'années, voire des millions d'années, a su s'adapter, a su évoluer avec des crises successives dans l'évolution du vivant. Et donc, ce qu'on observe quand on s'inspire justement de ces recherches-là, c'est qu'il y a à la fois, bien sûr, une sélection dans l'évolution, une sélection de ceux qui ont des capacités, qui arrivent à avoir des avantages comparatifs par rapport à d'autres. Mais il y a aussi beaucoup de stratégies de coopération qui a permis à des organismes vivants de surmonter toutes ces crises-là successives qui ont été dues aussi à des perturbations dans le climat, système planétaire, etc. Et donc ça, déjà, c'est très inspirant de se dire que en tant qu'acteur du tourisme, une des meilleures choses, déjà, c'est, et c'est ce que tu fais aussi avec tes ateliers ou tes podcasts, hein, et c'est ce qu'on fait à Naturact avec des ateliers collaboratifs, c'est déjà partager des ressources, des réflexions, de l'information du territoire pour se dire, bon, qu'est-ce qui existe déjà qui peut nous aider? Donc actuellement, bon, un peu dans l'urgence, il y a déjà toutes les aides qui peuvent être apportées par les institutions régionales, l'État, l'Europe, etc. Bon, donc ça, on voit que dans les réseaux, déjà, l'information circule sur des aides d'urgence qui permettent d'assurer un maintien des emplois le temps de la crise, etc. Bon, ça circule pas mal dans les réseaux, etc. Après, il y a justement un partage sur des stratégies. On parlait du sens, c'est-à-dire comment on peut se réinterroger sur le sens de son métier quand il y a une telle crise. Et donc ça c'est intéressant aussi, c'est de se donner des directions communes. Nous-mêmes, avec le programme Naturact, on a dû se réinterroger parce que le Congrès mondial de la nature sur lequel on voulait aussi construire des choses a été reporté. Donc avec Emmanuel, on s'est posé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie pour garder le sens de ce qu'on veut faire et en même temps s'adapter à la situation. Donc c'est là où on s'est dit on va être dans
la métamorphose, un peu comme peuvent le faire certains animaux, certains organismes vivants, et puis garder le sens de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire être en soutien à la biodiversité et en même temps construire des modèles économiques collaboratifs, etc. Et donc, c'est ce qu'on fait actuellement, d'être en maximum dans la mise en collaboration d'acteurs du tourisme classique, hein, au départ, on va dire un gros hébergement qui dépend au départ d'une clientèle internationale, mais voilà, qui a besoin de se réancrer sur son territoire, et puis des acteurs qui peuvent être du tourisme social, des acteurs qui peuvent apporter des solutions, être des startups ou être de l'économie sociale et solidaire et qui apportent des solutions à des pratiques. Et donc, voilà, une des pistes qui me semble les plus importantes, c'est cette collaboration, cette coopération, on en parlait tous les deux, qui permet déjà de ne pas rester dans son coin, isolé, un peu sidéré par la situation et ne pas savoir quoi faire. Et notamment au niveau humain, on sent actuellement qu'il y a une baisse un peu généralisée de morale. Hein, on est tous un peu, en même temps, on est à l'approche de l'hiver, donc ça accentue l'effet. Mais c'est vrai que de ne pas avoir de visibilité, d'être dans ce champ d'incertitude, ça peut faire peur, on peut perdre la confiance. Et cette coopération, cette solidarité entre acteurs donne de l'énergie. Donc rien que ça, déjà, ça fait du bien. Et ça permet de surmonter un petit peu les crises. Après, deuxième piste qu'on peut observer dans le vivant et autour de nous, c'est la diversité, la diversification des activités, c'est-à-dire que ceux qui sont dépendants d'un seul type de clientèle ou d'un seul type d'activité, ils sont beaucoup plus fragiles que les autres. Et ceux qui ont un peu une diversité d'activités entre propositions sur à la fois de l'hébergement, de la restauration, du loisir, qui savent mettre à disposition justement leurs infrastructures pour différents types d'activités et de ne pas compter uniquement sur de l'hôtellerie classique, arrivent voilà, à maintenir un fil de financement qui leur permettent de tenir pendant ces périodes-là. Et de renforcer de nouvelles activités pendant que d'autres sont un petit peu en dormance. Donc voilà, on a vu des traiteurs, notamment locaux, qui se sont transformés, qui ont proposé d'autres types de services pendant cette période-là, de livraison. De livraison directement, qui se sont relocalisés en termes d'approvisionnement parce que certains flux internationaux se sont arrêtés et donc ils ont compris que c'était important de relocaliser pour avoir plus de sécurité d'approvisionnement et en même temps moins d'impact carbone, d'impact négatif sur l'environnement. Et donc cette diversification des activités, c'est aussi une des pistes très importantes dont on peut s'inspirer des recherches sur le vivant et qui marche aussi sur le tourisme. Après, il y a des changements en profondeur, notamment sur les questions de transport, c'est vrai qui sont assez brutaux pour le tourisme parce que on savait déjà ceux qui travaillaient sur le tourisme durable. Nous, on travaille depuis pas mal d'années là-dessus. On savait qu'il y avait une certaine fragilité au tourisme qui est dépendant de ces transports, qui est dépendant de ces flux internationaux, etc. Et là, paf, crise sanitaire et ça s'arrête très brutalement. Donc ça, c'est des changements qui sont plus profonds, qui sont que on peut plus voyager comme avant avec les mêmes intensités de flux, de voyages aériens, etc. Les compagnies aériennes sont en train de se transformer aussi. En termes technologiques à la fois pour moins polluer, mais c'est clair que beaucoup de directions vont vers des relocalisations. Donc c'est peut-être une opportunité justement pour toute la filière touristique on en discutait tous les deux, de se réancrer sur son territoire. Parce que qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se déplace pour faire du tourisme? On vient chercher une spécificité territoriale, une spécificité gastronomique. C'est pour ça qu'en France ou en Italie, on est très bon dans le tourisme. C'est parce qu'on a su aussi
valoriser notre cuisine, notre gastronomie de terroir, qui est basée sur des spécificités locales. Et donc, le tourisme a tout intérêt à se réancrer sur son territoire, à recréer des liens avec ses spécificités, à recréer des liens aussi avec des identités culturelles. Et tu me dis si je commence à être trop long, hein, si tu veux Non, me... non, 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 non. Au N'hésite. contraire, c'est très intéressant. Et puis, ce qui me plaît surtout, c'est que il y a plein de choses positives qui se passent. Et à t'écouter, il y a des bases, il y a quelque chose de… Et c'est inspirant, on en a besoin d'entendre des choses positives. Ça bouge, les choses bougent, il faut en parler et c'est très bien que tu en parles. Donc, Je pense continue, qu'il avec y plaisir. a des il y a des vrais changements en profondeur qui sont en train qui étaient déjà là quand même, hein, qui étaient déjà là en fond, mais qui là apparaissent un petit peu plus au grand jour et notamment cette question justement de circuit court, de se relocaliser, de se réancrer dans un rythme aussi local, un rythme de saison. Tout ça, ralentir un petit peu le rythme. Là, on y est un peu obligé, donc c'est un peu dur pour nous, enfin, en tout cas pour la plupart d'entre nous, d'être un petit peu obligé de ralentir, mais en même temps, ça a un côté positif de justement prendre du recul, s'interroger et essayer de voir qu'est-ce qui est l'essentiel dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, justement, je reviens sur le tourisme. Le sens du tourisme, c'est cette capacité qu'a cette filière à quelque part donner de la valeur à des ressources locales, donner de la valeur à de l'identité culturelle locale. Et c'est ça qui aide beaucoup, d'ailleurs, plein de territoires, des petits territoires un peu partout dans le monde. C'est que quand on va là-bas et quand on vient chez nous, on veut découvrir la Provence, on veut découvrir pourquoi on parle fort, on veut découvrir pourquoi on mange cette, voilà, cette bouillabaisse, pourquoi on mange, pourquoi on a ces quartiers-là, pourquoi on a aussi ces difficultés-là, aussi dans la difficulté, dans ces communautés de migration qui font aussi la richesse de nos territoires, de Marseille, de la Provence, etc. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour avoir toute cette diversité de communautés? Comprendre ça, tout ça, c'est le tourisme. Et donc, au lieu de proposer des choses qui sont présentes partout pareil, standardisées, partout pareil dans le monde et qui sont un peu des standards voilà, de la consommation, justement, quand on vient d'un territoire, on a envie de comprendre, de comprendre un petit peu nos failles, de comprendre nos collines, de comprendre de tout ça. Et c'est aussi l'aspect parfois conflictuel qu'on a sur nos territoires. Ça, c'est un peu partout. Et donc, je pense que c'est l'occasion actuellement de revenir à ça, à l'essence même du tourisme et à redonner de la valeur à ça. Et tout ça, ça peut se faire on va dire, assez progressivement, mais en même temps en retissant ces liens, euh, en se posant ensemble sur le territoire et en disant, bon, bah, où est-ce qu'on veut aller ensemble? Est-ce qu'on peut construire une destination touristique qui soit durable, forte, résiliente, en tout cas qui soit capable de surmonter les types de crises qu'on est en train de surmonter. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera, d'après moi, à sortir du positif de tout ça. Ben, ça fait du bien à entendre en tout cas. Et j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast, ça leur fera du bien aussi, que ça semera des graines. Je crois qu'il y a un élément aussi, c'est que ben, des fois, quand on est dans une période de crise comme celle-ci, on a tendance vraiment à s'isoler. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir des collègues. On est tous dans la même situation et à partager. Et on se rendra très rapidement compte que ce qu'on vit et les peurs qu'on peut avoir, on n'est pas les seuls à les vivre et à les avoir. Euh, Moi, ce qui me plaît, c'est que quand tu dis bah, redonner du sens, allons-y, ça va nous réanimer, ça va nous faire du bien. La coopération, intelligence collective, on est tous les deux des ambassadeurs de ça. Et puis, bah, notre identité, c'est l'essence de qui on est, de notre territoire. Et on a un super territoire, on a un super pays. Allons-y, lâchons-nous, lâchons-nous. Axel, je voulais te remercier
toutes ces informations se partagent. Au plaisir de se retrouver soit avec Nature Act, soit avec les citoyens de la Terre. Et je te souhaite une très, très, très bonne journée. Merci, Axel. Merci beaucoup à toi d'avoir eu l'occasion d'exprimer tout ça. Je t'en prie. Bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour votre activité. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. N'hésitez pas aussi à partager dans votre réseau et je vous dis à très bientôt.